Et je donne la parole à Madame Viviane Van de Peer. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Excellences, Monsieur le représentant permanent de la République du Rwanda, je vous remercie de me donner l'occasion de présenter ce rapport au Conseil sur la situation en République démocratique du Congo. Cette séance intervient alors que la sécurité et la situation politique dans l'est du pays restent extrêmement tendues, caractérisées par la persistance des hostilités et des activités des groupes armés, alors que l'environnement opérationnel est soumis à des contraintes. Dans ce contexte difficile, la MONUSCO reste déterminée à s'acquitter de son mandat conformément à la résolution 2808 du Conseil de sécurité adoptée en décembre dernier. Si la mission continue de mettre en œuvre l'intégralité de ses activités en Ituri, au Nord Kivu, il appuie aussi la mise en œuvre du cessez-le-feu, parallèlement à la protection des civils et autres priorités inscrites à son mandat. Au Sud Kivu, conformément à la lettre du secrétaire général transmise au Conseil le 27 février, les activités de la MONUSCO se concentrent exclusivement sur les fonctions liées au cessez-le-feu. Monsieur le Président, les affrontements entre les AFC et le M23, soutenus par les RDF, et les FARDC, soutenus par Wazalendo et d'autres alliés au petit nord du Nord Kivu, ainsi qu'au Sud Kivu, continuent d'augmenter, caractérisés par un recours accru aux armes lourdes et par un renforcement des activités des forces militaires. En dépit du retrait des AFC et du M23 d'Ouvira le 17 janvier, sous pression de la communauté internationale, la situation au Sud Kivu reste tendue. La reprise des hostilités s'est étendue, modifiant les lignes de front, notamment vers la frontière du Burundi, augmentant le risque de conflit à l'échelle de la région. En Ituri, la situation reste alarmante. La violence liée à la Convention pour la Révolution populaire CRP de Thomas Lubanga autour de Boulé et Fataki a fait de nombreuses victimes, entraîné des déplacements en masse et abouti à des attaques sur les infrastructures, notamment un convoi de la MONUSCO. En outre, après une pause dans ces activités, les forces démocratiques alliées, les ADF, ont attaqué des sites d'extraction minière en territoire Mambasa le 11 mars. Assez loin de leur zone d'opération traditionnelle au Nord Kivu, où ils demeurent aussi actifs. Les récentes hostilités entre le gouvernement et les AFC M23 ont aussi été caractérisées par un recours croissant à des drones offensifs, ainsi que par le brouillage et la falsification constante des signaux GPS. Deux faits nouveaux préoccupants sont survenus à cet égard. Tout d'abord, le conflit s'étend au-delà du Nord et Sud Kivu, dans la province de Chopo, qui se situe loin de l'épicentre du conflit. Deuxièmement, l'utilisation de telles capacités en milieu urbain suscite de vives préoccupations quant aux risques que courent les civils et les infrastructures civiles, notamment les récents incidents ayant affecté des sites tels que l'aéroport de Bangoka à Kisangani et dans la ville de Goma. Dans l'intervalle, les AFC M23 continuent de consolider une structure administrative parallèle dans les zones sous son contrôle, sapant plus avant l'autorité de l'État, compliquant l'acheminement de l'aide humanitaire. Ces difficultés sont exacerbées par l'absence d'un système bancaire opérationnel, alors que l'insécurité reste omniprésente, que les violations des droits humains sont multiples et que les restrictions d'accès sont graves. Monsieur le Président, en dépit de ces difficultés, les efforts diplomatiques à l'appui de la mise en œuvre des processus de paix en cours se poursuivent. Je me félicite de l'engagement réaffirmé par la République démocratique du Congo et le Rwanda d'avancer dans la mise en œuvre des accords de Washington tels que réaffirmés pendant la réunion des 17 et 18 mars à Washington. Les deux parties s'y sont mises d'accord sur des mesures concrètes pour poursuivre la mise en œuvre de l'accord de paix et apaiser les tensions sur le terrain. Qui plus est, les efforts menés dans le cadre du processus de Doha et les initiatives lancées par l'Union africaine ont aussi contribué à jeter les bases d'une architecture de cessez-le-feu ancrée autour du mécanisme de vérification et de surveillance et de vérification, le COVEM, et le mécanisme conjoint de vérification élargi plus, MCVE+.
À cet égard, une mesure est à saluer, à savoir la convocation à Doha les 1 et 2 février de la 7e réunion du COVEM qui a abouti à l'adoption de son mandat et à un accord sur le déploiement du MCVE+, et de sa mission à Uvira en tant que première mesure de confiance. À l'appui de ces efforts et conformément au mandat de la mission, à l'appui de la mise en œuvre du cessez-le-feu permanent, les 13 et 14 février 2026, je me suis rendu à Goma par voie aérienne. Premier atterrissage d'un aéronef à Goma depuis plus d'une année d'interruption. Pendant ma visite, j'ai rencontré des homologues et des parties prenantes pour avancer sur la voie d'arrangements concrets en lien avec le mécanisme de surveillance et vérification du cessez-le-feu. J'encourage le Conseil à exercer de son influence pour traduire ces progrès en une réouverture rapide des aéroports de Goma et Kavumu et pour assurer la reprise des vols, les aéroports restant une bouée de sauvetage essentielle pour la population et les acteurs humanitaires dans l'est de la RDC. Du 23 au 27 février, la MONUSCO, en collaboration avec la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, a déployé une mission conjointe à Uvira pour y évaluer la situation politique, sécuritaire et logistique nécessaire au futur déploiement du MCVE+. Les conclusions montrent qu'une surveillance crédible du cessez-le-feu exigerait des garanties de sécurité et une liberté de circulation pour la mission, avant même que soit déployée une équipe chargée de la surveillance et de la vérification. Parallèlement, les institutions onusiennes, fonds et programmes compétents travaillent aussi sur un ensemble de mesures de soutien de l'ONU en réponse aux priorités avancées pour établir l'autorité de l'État en mettant l'accent sur Uvira. Parallèlement, alors que le médiateur de l'Union africaine a entamé ses efforts afin d'harmoniser les initiatives de paix, la situation au niveau national reste fragmentée. À Kinshasa, la reprise des débats sur un dialogue inclusif s'est accompagnée d'une prolifération d'initiatives, semble-t-il, concurrentes. J'encourage tous les acteurs politiques et de la société civile à trouver un terrain d'entente sur la portée, les objectifs et les modalités du dialogue national. Je me félicite aussi de l'ouverture du président Félix Tshisekedi, avec l'appui de l'Angola, ouverture à un dialogue national inclusif. Et j'encourage le gouvernement à adopter des mesures de confiance afin d'encourager un dialogue inclusif et constructif de nature à ouvrir la voie vers des élections pacifiques et représentatives en 2028. Monsieur le Président, j'en viens aux activités de la MONUSCO, au Nord Kivu en Ituri. La mission continue d'appliquer son approche en 3 temps en matière de protection des civils. Pour être plus précise, la mission a assuré la protection de près de 3000 civils ayant fui la violence de la RCRP dans le village de Djaïba et ont trouvé refuge dans sa base de Fataki. La mission a aussi multiplié les patrouilles pour dissuader les ADF de poursuivre leurs attaques en Ituri et au Grand Nord, au Nord Kivu. Dans l'intervalle, la violence attribuée à la coopérative pour le développement du Congo, la CODECO, a diminué en partie grâce aux initiatives de paix locales lancées dans le cadre du dialogue Arrou 2, avec l'appui de la mission. En outre, en menant 204 patrouilles dans le cadre de l'opération Secure Harvest, préserver les récoltes 4, la mission a permis à 18 000 agriculteurs de récolter, de transporter leurs produits. Ces efforts, parallèlement aux opérations Nuno 2 et Safisha, offrent des exemples concrets de la posture adoptée par la mission en matière de protection dans les zones les plus exposées aux attaques des ADF. Dans ce contexte, la MONUSCO a maintenu cette posture proactive pour protéger les civils en renforçant les réseaux d'alerte communautaire dans les zones où sa présence directe reste limitée, en menant des opérations conjointes avec les FARDC. La MONUSCO soutient aussi toujours la réforme du secteur de la sécurité, un processus mené par le pays inclusif. Le renforcement de la gouvernance et de la SSR reste essentiel pour permettre à l'État de s'acquitter de sa responsabilité première de protéger les civils, tout en avançant parallèlement sur le front du désarmement et du rapatriement, des efforts essentiels à la désescalade. J'encourage le gouvernement à aller de l'avant, à présenter et adopter une nouvelle loi de programmation militaire qui viendra compléter l'adoption de la loi de programmation policière de juillet dernier. Ces cadres législatifs offrent au pays les outils nécessaires pour protéger sa population et
jeter les bases d'une paix durable. Monsieur le Président, depuis la présentation du dernier exposé au Conseil en décembre 2025, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a continué de documenter de multiples graves violations et des exactions, notamment violences sexuelles liées au conflit, commises par des groupes armés et des acteurs étatiques. Les femmes et les enfants restent affectés de manière disproportionnée. Les cas de déplacement forcé, d'assassinats arbitraires, d'enlèvement, de violences sexuelles demeurent très nombreux. Depuis décembre 2025, 173 cas de violences sexuelles liées au conflit ont été confirmés, qui ont affecté 111 victimes, principalement des femmes et des filles. Et nous le savons, ce chiffre que n'est la partie émergée de l'iceberg. Qui plus est, dans ces zones, les restrictions imposées à l'accès de la MONUSCO continuent d'entraver sa capacité de surveiller, d'enquêter, de notifier ces violations telles que le prévoit le mandat du Conseil. Parallèlement, les zones contrôlées par les AFC M23 nous montrent que les défenseurs des droits humains, les journalistes et la société civile restent confrontés à des intimidations et à des détentions arbitraires. Je souligne l'alerte lancée le 8 mars par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme sur des cas d'esclavage sexuel et la situation des enfants nés de viol, soulignant l'urgence d'une action coordonnée et d'une réponse internationale pour mettre un terme à ces crimes et faire en sorte que les coupables rendent des comptes. Parallèlement, le travail forcé des enfants reste source de vives préoccupations dans les sites d'extraction minière artisanaux. Des enfants utilisés notamment aux fins de l'exploitation illicite qui alimentent par ailleurs le conflit. À cet égard, nous réitérons notre disposition à soutenir le gouvernement pour l'aider à parachever la charte contre l'instrumentalisation des enfants à des fins politiques, électorales et liées au conflit. Monsieur le Président, alors que la situation sécuritaire reste instable, la situation humanitaire a considérablement changé. 6,4 millions de personnes sont actuellement déplacées à l'intérieur du pays, dont près de 4 millions dans les provinces de l'Est, sans oublier 4,3 millions de personnes de retour. La crise humanitaire est encore exacerbée par l'insécurité alimentaire, qui, en 2006, devrait toucher 26,6 millions de personnes, soit environ un quart de la population du Congo. Si les efforts actuellement déployés au plan humanitaire restent essentiels, ils sont insuffisants et se trouvent aggravés par les problèmes significatifs en matière de financement. Cependant, l'action humanitaire à elle seule ne permettra pas de régler les problèmes, notamment alors que les acteurs humanitaires restent ciblés. 10 incidents ont été signalés depuis décembre 2025. Récemment, l'assassinat d'un membre du personnel de l'UNICEF, dans le cadre d'une frappe contre sa résidence à Goma, est venu nous rappeler de manière tragique et inacceptable les risques que courent ceux qui œuvrent pour sauver les vies. Les civils et les travailleurs humanitaires ne sont pas des cibles et pourtant, lorsque la violence éclate, ce sont toujours les plus vulnérables qui paient le plus lourd tribut. Ces actes doivent être condamnés sans équivoque et les responsables doivent rendre des comptes. Président, distingués membres du Conseil, pour conclure, je souhaite réaffirmer que la paix et la sécurité de l'Est de la RDC exigent un engagement collectif renouvelé. Le peuple congolais, qui endure depuis trop longtemps la violence et l'exploitation illégale de ses ressources, mérite que la paix et une gouvernance responsable deviennent enfin une réalité. J'appelle les parties à honorer leurs engagements afin de combler le fossé entre la diplomatie et la réalité sécuritaire.